Paris fait toujours rêver, mais qui peut encore acheter à Paris? Où en sont les prix? Où en sont les ventes? Comment évoluent les transactions? C'est justement ce qu'on va voir avec nos experts. Figaro Immo, c'est parti. Deux experts, deux invités sur le plateau de Figaro Immo pour décrypter, analyser l'évolution du marché immobilier parisien et par extension francilien. Maître Nathalie Cousigo-Suas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des porte-paroles des notaires du Grand Paris. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Nathalie. Plaisir partagé, cher Olivier. Très bien. Frédéric Jaubert, vous êtes fondateur du groupe Paris Seine Immobilier, spécialiste de l'immobilier de prestige. Bonjour. Tout à fait, bonjour Olivier. Très heureux de vous avoir tous les deux. C'est une première dans ce studio Figaro Immo. En introduction, avant de voir vos différents indicateurs, j'ai envie de vous demander, en introduction, qu'est-ce qui, pour vous, fait la valeur d'un bien immobilier à Paris? La vue, l'adresse, l'emplacement? Mais une pluralité de facteurs. L'important déjà, c'est de s'y sentir bien et puis de se projeter. Parce qu'on va le voir, en fait, quand on achète à Paris et dans la région parisienne, il faut se projeter dans l'avenir parce que pour espérer avoir une plus-value, il faut généralement en ce moment attendre 10 ans. Donc, il faut être sûr de pouvoir s'y plaire, non seulement soi, mais avec sa famille. Donc, il faut regarder l'étage, est-ce qu'il y a une belle luminosité? Il faut regarder la proximité des commerces, des transports. Alors, à Paris, on est très, très bien servi. Ouais. Mais il y a tout un tas de facteurs. Alors, n'hésitez pas à consulter aussi les sites, la Chambre des notaires de Paris ou des sites pour avoir la valeur des biens qui vous donnent aussi les valorisations des biens. Mais c'est tout un ensemble de facteurs. Et ne pas se précipiter immédiatement, voir plusieurs biens pour vraiment se faire une idée, surtout quand on est primo-accédant. Oui, et on a Figaro Immobilier, on a Propriété de Figaro, oui, bien sûr. C'est très précieux, ce sont des outils très précieux. Et le site des notaires. Frédéric Jaubert, justement, Paris Seine Immobilier. Pour vous, Frédéric, la valeur d'un bien à Paris? En fait, la vraie valeur d'un bien à Paris par rapport, on va dire, à d'autres zones en France, c'est sa liquidité. Le fait que ça soit liquide permet d'acheter un bien et d'avoir, le jour où on a besoin de le vendre, de pouvoir le vendre dans un délai raisonnable. Et un délai raisonnable à Paris, si le prix est fixé correctement, entre 0 et 2 mois. Pourquoi 0? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se décider très vite quand nous avons fiché, et 2 mois maximum. Tous les biens qui se vendent avec des durées plus longues, c'est qu'ils ont soit un gros problème, soit que le prix a été surévalué au départ. Et ça, vous ne l'avez pas, par exemple, en province, dans un petit village, où la clientèle, vous ne maîtrisez pas le délai de la vente. Donc, vous n'avez pas cette liquidité qui fait que les prix à Paris sont très élevés par rapport à ailleurs, parce que vous avez cette liquidité. Et c'est ce qui explique la valeur des biens à Paris. D'accord, très bien. Alors, on va voir justement, maître Nathalie Cousigo-Suas, justement, l'évolution du marché parisien généraliste. Déjà, vous avez tenu une conférence de presse il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut en retenir en synthèse? Bien sûr, parce que c'est les notaires du Grand Paris relèvent toutes les statistiques. Donc, on a un dossier de presse très complet. Et le dernier, c'est le bilan 2025 avec les perspectives surtout. Donc, ce qu'on constate, c'est 2 critères, cher Olivier. C'est déjà que le marché francilien, après une longue période de léthargie, est en train de sortir de la crise, mais qu'on n'est pas encore dans le dynamisme des années 2015 à 2021, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une stabilisation. Alors, où en est-on? Dans le Grand Paris, en 2025, les notaires de France ont enregistré 125 000 transactions de vente de biens immobiliers. Donc, il y a plus 13%. Progression sur un an, c'est plus 13%. Bien. Mais on est loin, cher Olivier, des volumes des années antérieures, puisqu'entre 2015 et 2022, j'ai toutes les stats, on était entre 150 et 180 000 ventes par an versus 125 000 en ce moment. Donc ça va mieux, mais ça se stabilise. Alors, on se constate à la fois que Paris est toujours exception. Déjà parce qu'il y a une forte amplitude d'un arrondissement à l'autre. Il y a des arrondissements. Alors, l'arrondissement en ce moment qui tient la corde, c'est celui qui avait un peu pâti ce dont on a tous déploré, c'est-à-dire l'incendie de Notre-Dame et qui avait baissé. Là, cette fois-ci, il reprend des couleurs pour être sur la première marche du podium. Vous voyez, c'est-à-dire le 4e arrondissement de là, Paris. On voit la carte avec l'évolution des vous prix. la voyez. Ouais, donc,
on arrive à Paris Notre-Dame, vous voyez, j'ai les chiffres, c'est sérieux, 15 970 € en moyenne du mètre carré. Et donc, il faut comparer ça avec les prix du 19e ou du 18e arrondissement, où là, ce sont les arrondissements les plus abordables, où on arrive, c'est la Goutte d'Or cette fois-ci, qui est le plus abordable avec 6 640 € du mètre carré. Donc vous voyez une amplitude quasiment du 1 à 3. Hein. On voit donc sur les quartiers les plus chers, Notre-Dame, Saint-Germain-des-Prés, Odéon, Champs-Élysées à plus de 15 000 € par mètre carré. Exactement, donc c'est toujours à peu près les mêmes quartiers d'ailleurs. Ouais. Et à l'opposé, donc les plus abordables, La Chapelle, la Villette, la Goutte d'Or, on est entre 6 500 et 7 000 € par mètre carré. Voilà, au sein de la même ville, c'est quand même, on parle souvent de marché à plusieurs vitesses quand on évoque les régions, mais à Paris, on a ces marchés à plusieurs vitesses. Exactement, mais on voit, nous, dans nos études, les notaires de France, de plus en plus de jeunes couples ou même de couples célibataires qui arrivent à acheter dans ces arrondissements-là et petit à petit, la structure de ces arrondissements va changer aussi. Quel type de clientèle, alors, justement, à Paris? Alors, c'est vraiment une clientèle de niche parce qu'on s'aperçoit, compte tenu des prix, ce n'est pas accessible à toute la population. Donc, c'est soit des gens qui peuvent acheter grâce à des apports familiaux ou parce qu'ils ont de gros revenus. On a aussi une clientèle internationale très importante, à ces niveaux de revenus, évidemment. Quand on voit, par exemple, à 15 000 €, quel est le couple qui peut... il n'y en a pas beaucoup, soyons lucides. Donc, soit ce sont des secondos accédants, soit effectivement, ce sont des gens qui disposent d'apports, soit d'aide familiale, soit parce qu'ils ont aussi de très bonnes situations, ou alors une clientèle internationale. Mais alors, en 18e, 19e, ça peut être aussi de jeunes couples. Moi, j'ai beaucoup de jeunes couples, ou moins jeunes dans ma clientèle, qui parviennent à acheter des 40 à 50 mètres carrés, 18e, 19e arrondissement. Oui. Un mot, Nathalie, de l'évolution du marché en région parisienne. Alors, justement, c'est vraiment contrasté. C'est la grande couronne qui sort vainqueur. Donc, les volumes progressent énormément en petite couronne. Imaginez-vous pour 16% de volume supplémentaire par rapport à 2024 pour les appartements. Donc 16% de volume en plus. Et alors, c'est très singulier pour les maisons. Il y a une grosse disparité, alors pas seulement là, cette fois-ci d'un quartier à l'autre, mais d'un département à l'autre. On a une augmentation du volume des ventes dans les Hauts-de-Seine de 20% par rapport à l'année dernière, alors qu'en Seine-Saint-Denis, c'est resté stable, c'est 0%. Essentiellement des appartements. Des maisons, cette fois-ci, Olivier. Sur les maisons, donc, de toute façon, il y a plus 16% de ventes en petite couronne. Et pour les maisons, il y a une forte disparité entre les départements de la petite couronne. On a 20% d'augmentation de volume, Olivier, pas de prix spécialement, de 20% de volume pour les ventes de maisons dans les Hauts-de-Seine versus stabilité dans la Seine-Saint-Denis. Et en grande couronne, c'est encore plus flagrant. Vraiment, on s'aperçoit, il ne faut pas se leurrer, que les familles quittent Paris pour acheter dans la petite, moyenne et grande couronne. L'impact du DPE, le diagnostic de performance énergétique, de plus en plus important. De plus en plus important, même si vous savez qu'Olivier, que les critères, il y a tellement eu de difficultés, de gens qui se sont retrouvés dans les difficultés, et surtout des biens immobiliers impossibles à louer. Donc, effectivement, que le gouvernement a assoupli quelque peu les conditions du DPE, qui a été assoupli au 1er janvier dernier. Avec l'électricité. Voilà. Alors, donc, vous pouvez, si vous avez un ancien DPE, diagnostic de performance énergétique, aller sur le site de l'ADEME qui vous réactualise automatiquement votre diagnostic antérieur au 1er janvier et vous aurez peut-être la divine surprise de gagner quelques lettres et que le petit bonhomme, il soit plus rouge, mais orange, voire vert. Très bien. On va faire maintenant un détour sur l'immobilier haut de gamme, l'immobilier de prestige avec vous, Frédéric. Paris Seine Immobilier, une implantation essentiellement dans le 6e, 7e, premier arrondissement, dans le centre de Paris, le cœur. Alors, pour vous, Frédéric, les principales observations déjà sur l'année 2025. Est-ce qu'il y a eu un redémarrage, là aussi, de l'activité? Alors, ça s'est amélioré par rapport à 2024. Ça se poursuit, mais c'est convalescent. Et convalescent veut dire que ça reste très fragile. On le voit dès qu'il y a eu des problèmes avec le budget, des problèmes au Parlement, des problèmes, le marché s'arrête. Dès qu'ils sont rassurés, le marché s'accélère. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez deux catégories de personnes. Vous avez ceux qui sont très motivés, qui en ont marre d'attendre. Ils prennent un TGV, ils arrivent, ils achètent, ils repartent.
Et vous avez ceux qui hésitent toujours, lisent un article une fois qui leur dit c'est le moment d'acheter. Le lendemain, ils lisent un article, vous avez le temps d'acheter. Les taux d'intérêt ont monté, les taux d'intérêt ont baissé, etc. À la marge, mais ça les bloque. Donc ils visitent, ils revisitent, ils n'arrivent pas à se décider. Et le jour où ils se décident, en réalité, c'est déjà vendu. Par contre, on voit vraiment des personnes très motivées qui, on a eu le cas là il y a pas longtemps, la personne elle a visité en visio, elle voulait l'acheter, elle était à New York. Ouais. Elle était à New York. On l'a obligée à venir. C'était le vendredi. On l'a obligée à venir. Lundi matin, elle était là à 10h avec sa femme. Ils ont visité. Ils ont confirmé qu'ils achetaient. Ils sont repartis. Et ça, c'est deux catégories qui n'ont, pour l'instant, qui sont opposées, qui équilibrent le marché. Mais le marché n'est pas encore reparti complètement. D'accord. Quels sont les critères les plus recherchés, Frédéric ? Ce qui est rare, en fait. Ce qui est rare, c'est le quartier qui est agréable à vivre, mais surtout étage élevé, espace extérieur, vue dégagée. Les appartements que vous achetez et qui, quand vous y vivez, vous ne bougez que si vous trouvez mieux. Et comme vous ne trouvez pas mieux, vous ne bougez pas. Et donc, ce sont des appartements qui sont très souvent à vendre tous les 30 ans, très souvent à vendre au moment d'une succession ou de personnes qui se réduisent ou qui partent en retraite. Mais c'est souvent des appartements qui sont entièrement à refaire, qui se vendent à des prix assez élevés parce qu'ils n'existent pas. Et contrairement à des étages plus bas, ils sont très rarement à la vente. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus demandé, ce qui se vend le mieux à partir du moment où on a un prix qui est bien sûr élevé, mais qui est en phase avec le marché. D'accord. On va voir justement en images quelques biens sélectionnés, mais peut-être un mot sur la clientèle internationale. Alors, elle s'était un peu arrêtée au moment de tout ce qu'il y avait eu, gilets jaunes, le Covid, bien sûr, et puis les manifestations sur les retraites avec les poubelles qui brûlaient, etc. Les reportages passaient en boucle sur les télévisions d'information, et ça avait calmé les gens. Ce qui nous a sauvés, c'est stupide, mais c'est comme ça. C'est tout ce qui est séries télévisées, comme Emily in Paris, oui, comme Lupin, etc., qui a redonné l'envie aux étrangers de venir. Et donc, ils sont revenus. Et ils sont revenus de partout, que ce soit des États-Unis, mais d'Europe, de toutes les capitales européennes. Tout le monde rêve d'avoir un pied-à-terre à Paris. Et là, aujourd'hui, il y a quand même un petit phénomène avec Trump, où on a quand même des Américains, même si le dollar a baissé, qui veulent vivre à Paris, ouais, que ce soit en tant que propriétaire, voire même en tant que locataire, pour découvrir Paris et d'avoir un pied-à-terre. Et vivre à la manière de Emily in Paris, tout simplement. Alors justement, Frédéric, on va voir quelques exemples de biens vendus par Parisen Immobilier récemment. On va les voir en images, que vous pouvez commenter. Premier bien, notamment, on est du côté de la rue du Pont. Lodi. Alors. Donc ça se situe à Saint-Germain-des-Prés, tout près des quais de Seine. C'est un appartement d'étage élevé avec un espace extérieur, avec une terrasse, ouais, qui s'est vendu dans un délai très rapide. C'est-à-dire ? Qui s'est vendu une semaine. En une semaine, d'accord, très bien. Donc l'appartement fait 100 mètres carrés et il s'est vendu 23 000 € le mètre carré. D'accord. Autre exemple, rue du Cherche-Midi. Alors, rue du Cherche-Midi, il y a deux exemples. Vous avez un qui est au 6e étage, celui-ci, donc dernier étage avec des vues dégagées, un espace extérieur, pareil, entièrement à refaire, et qui s'est vendu 23 000 € le mètre carré. Il s'est vendu en 15 jours. La personne qui a acheté, c'était la personne dont je parlais tout à l'heure, qui est une personne européenne qui vit à New York et qui a fait l'aller-retour pour l'acheter. Et qui va faire de très beaux travaux derrière, en mettant climatisation, etc., standards internationaux. Et il y avait un autre exemple aussi. Et vous aviez un autre exemple qui est également rue du Cherche-Midi, un appartement familial. Là, ce sont des Français, une famille qui a acheté. Et un appartement de 130 mètres carrés, vendu 20 000 € le mètre carré, avec 2 grands balcons, avec des vues dégagées, entièrement à refaire, même chose. Et ces 3 appartements, globalement, le premier qui a été construit en 1999, les personnes ont acheté sur plan à l'époque. Et les autres, les personnes, y vivaient depuis plus de 30 ans. D'accord. 2 exemples de biens à la vente actuellement. Oui. Alors, vous avez je ne sais pas lesquels. Vous allez montrer en premier. Alors, on est dans le triangle là, on est dans d'or. le triangle d'or. Ouais. On est vers la rue François 1er.
Nous avons un immeuble en commercialisation avec des appartements, 5 appartements dans l'immeuble, refaits et entièrement à refaire, et qui sont à la vente entre 24 et 27 000 euros le mètre carré. D'accord. Ils font entre 125 et 170 mètres carrés. Donc après, il suffit de faire la multiplication. Oui, C'est entre 3 et 4,5 millions. Et le deuxième exemple? Et le deuxième exemple, c'est un appartement qui est près des quais, avec cette vue sur les dômes, on va dire, de l'église de Poutine, on va dire, avec des espaces extérieurs également, en duplex. Il fait 75 mètres carrés. Il y a 100 mètres carrés au sol parce qu'il est mansardé. Et il est en vente à 1 365 000 euros, entièrement à refaire également. Et pareil, c'est un appartement, pour la petite histoire, ça fait peut-être un siècle qu'il y a une partie de l'appartement qui est dans la famille, et petit à petit, ils l'ont agrandi. Et il se vend aujourd'hui, mais c'est des appartements qui sont très rares et quasiment jamais à la vente. Alors, à propos d'appartements rares, aussi de biens très rares, vous avez, je crois, Frédéric, un bien unique, Place Vendôme. Alors, on a un appartement en location qu'on débute là, aujourd'hui, qui fait 200 mètres carrés, qui donne entièrement sur la place, qui est sûrement le seul appartement d'habitation à un étage noble sur la place Vendôme, parce que, à ma connaissance, les seuls qui existent en habitation sont des derniers étages sous comble, et qui donnent soit sur la place, soit sur l'arrière. Ce bien est unique, il fait 200 mètres carrés. Je ne peux pas vous dire le loyer, mais il est très élevé. On imagine, bon. Voilà. Bon. Et il intéresse beaucoup les sociétés pour faire des soirées, des réceptions, mais le propriétaire souhaite le louer à une personne en pied-à-terre ou à une famille, parce qu'il y a 4 chambres et 5 mètres de hauteur sous plafond dans le séjour. Avis aux amateurs, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous l'évoquiez, hein, Frédéric, notamment, et bien sûr, il n'y a pas que Paris, il y a aussi une situation internationale actuellement qui est plutôt particulièrement tendue. Est-ce que, selon vous, ça peut avoir un impact à la fois sur les taux d'emprunt d'État et donc se répercuter sur les taux de crédit immobilier, sur la clientèle internationale? On pense bien sûr à ce qui se passe en Iran, à la situation explosive. Nathalie? Bien sûr, nous on craint énormément une remontée des taux d'emprunt, hein, et on a les chiffres, hein, Olivier, ce n'est pas du tout. Vous voyez par exemple en janvier 2022, à même capacité d'emprunt, un ménage qui pouvait acheter 65 mètres carrés, et ben en avril 2026, il peut acheter 59 mètres carrés. Donc on a déjà perdu 7 mètres carrés. De même pour les maisons. Donc effectivement, plus les taux vont se resserrer, on s'aperçoit aussi dans nos dossiers que les banques sont de plus en plus exigeantes. Ouais. Donc effectivement, il faut vraiment aller consulter son banquier avant de vérifier vraiment ses capacités d'emprunt. Si on est en couple, quels sont les apports de chacun, combien on va pouvoir emprunter, parce que c'est le nœud gordien en fait maintenant du financement pour le français classique et non pas pour ceux qui disposent d'un apport avec des biens qui valent 3 ou 4 millions. Hein. La plupart, c'est des ventes quand même qui tournent autour de 600 700 000 euros. Ce qui est déjà beaucoup. Ouais, et on se rappelle que les taux d'intérêt qui étaient passés de 1 à 4% très rapidement sont maintenant à 3,2, 3, voilà. Ça avait bloqué l'activité Exactement. Du marché. Et actuellement, on est à 3,2% en moyenne. 3,2, en 2021, c'était 1%. Absolument. Donc imaginez les gens qui ont eu la chance de s'engouffrer dans cette niche de bateaux. Frédéric, moins d'apport de crédit, peut-être pour la clientèle internationale ou les plus fortunés, est-ce qu'il peut y avoir un impact? Alors, bien entendu, sur ceux qui ont besoin d'emprunter pour acheter, les jeunes couples, les jeunes ménages, ça va vraisemblablement, les taux d'intérêt, si ça continue, ce qui se passe actuellement, les taux d'intérêt vont monter et ça va bloquer ce marché-là. De nouveau, ouais. Ça va être plutôt les quartiers, je dirais, périphériques et peut-être pas les quartiers centraux. Pour les personnes qui ont les moyens d'acheter dans le centre de Paris ou les étrangers, ça va peut-être être plutôt une valeur refuge. On a vu l'or qui a énormément monté. L'immobilier n'a pas monté depuis quelques années, voire a baissé. Et pas mal de personnes qui investissent dans de la sécurité, comme de l'or, peuvent, je pense, objectivement aujourd'hui revenir sur l'immobilier haut de gamme, en se disant, Paris aujourd'hui, on est plutôt tranquille, on a une météo qui est ce qu'elle est, mais elle est correcte, il n'y a pas de typhon, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de guerre, heureusement, et on a quand même une sécurité sur l'investissement, une sécurité physique, et une sécurité sur les biens immobiliers. Donc ça devrait plutôt être positif, et je ne parle pas des Instagrammeurs qui vont revenir de Dubaï et qui font la publicité maintenant du retour. Mais quelque part, psychologiquement,
Psychologiquement, ça va jouer sur le fait qu'on se sent bien à Paris. Et on est plus en sécurité à la limite à Paris. Nathalie, on l'évoquait tout à l'heure, après des baisses de prix quand même pendant 2 ans à Paris, là les prix remontent progressivement. Ils se stabilisent. Plus 1,8% sur un an. Est-ce que ça va continuer comme ça ? A priori, on table surtout, principalement pour un maintien des prix, bien évidemment hors du haut de gamme. Le classique devrait continuer à se maintenir progressivement, mais on n'est plus comme dans les années 90 avec des évolutions en dents de scie. Frédéric, on le voyait aussi, vous parlez beaucoup de travaux, d'architecture, on refait du neuf avec du vieux, alors que certains évoquent dans le haut de gamme beaucoup de biens qui sont achetés clé en main, en fait, où il n'y a pas de travaux. Quelle est la tendance ? En fait, la tendance, c'est de pouvoir profiter tout de suite. Quand on est étranger, si on achète à Paris, normalement, on n'a pas envie de devoir gérer des travaux. Donc, on veut pouvoir en profiter tout de suite. Et ça, c'est essentiellement depuis le Covid, la Covid. Les gens ont pris conscience que le temps passait et qu'il fallait pouvoir profiter tout de suite. Donc, il y a cette catégorie de personnes, mais qui vont acheter un appartement en parfait état, mais pas forcément avec toutes les qualités. C'est-à-dire, ils ne vont pas forcément chercher le dernier étage, etc. Ils vont chercher un étage intermédiaire en parfait état, pas de souci, j'arrive avec ma brosse à dents. Après, ceux qui veulent s'installer sur des durées plus longues, et vont acheter plutôt les appartements dont on parlait tout à l'heure, avec des travaux, vont prendre un architecte sur place qui va s'occuper des travaux et qui va faire de beaux travaux. En sachant qu'aujourd'hui, les travaux, depuis la guerre en Ukraine, le coût des travaux moyen est passé à 2 000 € le mètre carré. Ouais. Et là, ce sont des personnes qui font au moins 2 000 € le mètre carré, mais ça peut monter à 4, 5, 6 000 € le mètre carré pour avoir des standards internationaux de luxe. Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de fluidifier l'activité du marché immobilier? Parce qu'il y a des décisions politiques, fiscales à prendre, Nathalie. La fiscalité de l'acquisition est extrêmement importante. Vous savez que lorsque vous achetez un bien ancien, eh bien, vous payez des frais de mutation qui sont, si vous êtes primo-accédant, de 7,5% du montant du prix, 8% si vous n'êtes pas primo-accédant. Je précise que ce n'est pas pour le notaire. Le notaire a sa rémunération est comprise dedans. Droit de mutation à titre onéreux. 0,8%. Ouais. Le reste, ce sont des taxes fiscales qui vont dans les caisses du département et de la ville concernée. Lorsqu'on achète à Paris, Paris étant à elle seule un département, c'est Paris qui encaisse la quasi-totalité des frais de mutation. Donc, ça c'est facile à dire. On est en période de restriction budgétaire, mais les frais de mutation n'aident pas. Et puis surtout les taux. Si on avait une baisse des taux, effectivement, mais là, effectivement, c'est économique. Ça serait un accès au crédit. Et puis surtout, moi je le constate quand je vais en province voir mes confrères, vous avez beaucoup de gens qui ont des salaires corrects, qui pourraient leur donner accès à l'immobilier, ce qu'ils aspirent énormément, nos clients, mais qui ne le peuvent pas de par la précarité de leur emploi. Ouais. Et donc, moi, j'ai de belles histoires à la fois, mais parfois des histoires tristes où des gens pourraient vraiment être propriétaires, même acheter une maison avec beaucoup de travaux et qui vraiment serait le logement de la famille et qui ne peuvent pas accéder au crédit. Donc, c'est vraiment aussi l'accès au crédit qui freine nos clients. Très bien. Frédéric, qu'est-ce qui permettrait de fluidifier l'activité immobilière ? D'arrêter de changer les règles tout le temps, déjà, tout simplement, et d'avoir des règles, que ce soit fiscales ou réglementaires, sur du long terme et que les gouvernements s'engagent à ne plus les toucher, tout simplement. On change la visibilité qui est... La visibilité. Ouais. On change la fiscalité, on change les règles. Donc, on ne peut pas investir sur des durées longues et changer les règles tout le temps. En plus, la France, évidemment, on est taxé à beaucoup de niveaux, au terme de plus-value, au niveau des revenus fonciers, au niveau des frais de mutation. C'est peut-être un peu stupide, si je peux me permettre, de taxer autant la plus-value sur des durées aussi longues où on voit des personnes attendre 25-30 ans pour vendre en espérant ne plus payer d'imposition sur la plus-value, alors que si on leur libérait cet espace-là, ils vendraient plus souvent et l'État, les municipalités, les collectivités s'y retrouveraient parce qu'il y aurait plus de transactions et donc on passerait entre guillemets à la caisse plus souvent et quelque part le calcul devrait être fait et je suis sûr que ça serait plus rentable pour tous.
Très bien. À tous les deux, des conseils pratiques. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier, Nathalie? Alors, quand on souhaite acheter, moi déjà, ce que je conseille, si c'est un appartement, déjà, vous vous baladez dans le quartier que vous convoitez, vous regardez les prix et au bout d'un certain temps, vous connaissez sur le bout des doigts le prix moyen. Ensuite, vous vous faites une idée, il faut visiter, regarder les procès-verbaux des 3 dernières assemblées, parce que vous pouvez avoir des travaux qui ne sont pas votés dans une assemblée, mais qui le seront plus tard. Donc, vous savez que Paris a une législation assez stricte qui oblige à un ravalement. Donc ça, il faut comptabiliser tout ça, voir si le quartier vous plaît. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est décidé, effectivement faire une offre sur laquelle d'ailleurs vous avez une possibilité de rétractation. Puis rencontrer son notaire pour voir quelle est la localisation qui convient, votre budget, le plan de financement. Il y a vraiment, mais c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Parce qu'on a beaucoup de clients qui s'inquiètent, qui se disent, mais par où je vais le prendre, j'ai l'impression de me mettre une corde au cou. Non, c'est relativement simple et vous êtes accompagné par les professionnels de l'immobilier, par votre notaire. Donc, il ne faut pas hésiter à passer le cap. En revanche, pour les profits à court terme, les chiffres montrent que, on ne fait pas un profit sur 3 ans parce que justement, avec l'augmentation des frais de mutation et les commissions d'agence, vous ne récupérez pas votre mise si vous achetez que vous revendez au bout de 3 ans. À Paris, par exemple, on constate qu'on récupère en 10 ans, il y a eu 20% de plus-value. Mais pas en 3 ans. En 3 ans, c'est moins 9. Donc, il ne faut pas se précipiter non plus. Il faut réfléchir où on veut acheter. Frédéric, en conclusion, quelques mots, quelques conseils. Le conseil, il est assez simple. C'est de ne pas oublier qu'on va y vivre, en principe, et d'y être heureux. L'objectif, c'est d'y être heureux. Il n'y a pas que le prix, il n'y a pas que des petits détails, entre guillemets, sur du long terme. Si on surpaye un tout petit peu et qu'on y est heureux, qu'on a résolu notre problème, c'est la chose la plus positive, de toute façon, sur du long terme. Et puis, bien sûr, si on a la capacité d'acheter plutôt en étage élevé, il vaut mieux acheter en étage élevé. Avec un ascenseur, Frédéric. Avec un ascenseur, bien entendu. Mais ou un ascenseur en devenir. Bien sûr. Mais il faut se dire que c'est du long terme, c'est de l'immobilier. On n'achète pas pour 2-3 ans. Là, et on n'achète pas un produit, on achète un logement. On achète un art de vivre aussi. Eh bien, merci à tous les deux. Mais oui, l'art de vivre, absolument. Maître Nathalie Cousigo-Suas, porte-parole des notaires du Grand Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Frédéric Jobert, Paris Seine Immobilier, merci infiniment. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.